Bonjour à tous, donc il est 12h30, l'heure de commencer ce webinaire consacré donc à la maîtrise foncière des projets d'ENR de territoire. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui, 2 intervenants qui vont vous parler plus, comment dire, de technique enfin, en général, et puis 2 retours d'expérience importants. L'un dans l'éolien et l'autre dans le photovoltaïque. Ça me paraissait être les deux éléments importants à soulever aujourd'hui. Je vais vous rappeler quelques petites règles pour que ce webinaire se passe bien. Donc, je vous demande de poser vos questions dans l'onglet qui vous est réservé de conversation en bas à droite. Vous pouvez, moi, suivant la question, j'interromprai ou pas l'intervenant qui parle, ou alors on se réservera un temps à la fin pour les questions, mais dans tous les cas, sachez que vos questions seront traitées. Dans l'ordre, on va d'abord commencer avec Hervé Lecomte, donc, qui est adjoint au directeur de Cergy. Ensuite, on aura un petit flash juridique avec Jean-Éric Paraiso, donc, qui est notre juriste énergie partagée. Ensuite, ce sera le tour de Jean-Martin Chevreau, donc sur l'éolien de développement EOLA. Et on terminera avec Jean-Michel Bostetter. Je savais que j'allais me tromper. J'ai un Jean-Éric, un Jean-Martin et un Jean-Michel, donc c'est pas facile. Et donc Jean-Michel Bostetter, lui, apportera un retour d'expérience sur les centrales villageoises du Pays d'Aigle. Donc là, je vais tout de suite demander à Hervé Lecomte, donc de Cergy, de bien vouloir partager sa webcam et d'ouvrir son micro pendant que je fais monter son support. Bonjour à tous. Hop, et voilà. Merci. Donc merci. Donc veuillez m'excuser si tout d'abord si la fluidité ou si la gestion de l'outil n'est pas parfaite. C'est vrai que c'est ma première participation en tant qu'intervenant à ce genre de webinaire. Donc modestement la contribution que je voulais apporter sur cette que je vais vous apporter sur ce webinaire, c'est donc quelques éléments d'information sur les dispositifs de bail et comment on arrive en fait à la mise en place des baux ou des conventions ou des promesses avec des partenaires sur des projets d'énergie renouvelable. Donc sur cette Cergy, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaît Cergy. Donc Cergy, oui, Cergy, nous sommes alors anciennement une société d'économie mixte, mais on a toujours dans notre actionnariat 85% environ d'actionnaires publics. Nous sommes liés au département de la Vienne, enfin aux communes de la Vienne plus précisément. Notre territoire historique, c'est le département 86, la Vienne. Et aujourd'hui, nous développons notre activité sur l'ensemble du territoire national. Bon, pour faire simple, plutôt le Grand Ouest, par des partenariats, par des développements. Notre particularité, c'est que Cergy est détenu par une société aujourd'hui qui s'appelle Sorégie, qui vend de l'énergie. Et donc notre objectif, c'est de produire des kilowattheures. Où en sommes-nous? Nous avons actuellement, comme vous voyez sur la présentation, en termes de méthanisation, on a une méthanisation dans laquelle on est en partenariat, en participation. Il y en a une qui est en exploitation déjà depuis 7 ans, une autre qui est en construction, une qui est en cours de développement, voire même plutôt en recours, et d'autres partenariats, un partenariat conclu là récemment. Donc là, on est sur, même si on retrouve un peu le même esprit quand même que ce que l'on a sur les sujets fonciers, avec les conventions de partenariat, les contrats d'approvisionnement, des prestations, les pactes d'associés. Voilà ce qui met en place le fondement du projet. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Aujourd'hui, nous avons 7 parcs éoliens en service, 8 projets en développement et co-développement. Ce qui représente, voilà, un ordre de grandeur, plus de 50 baux amphithéotiques qui sont déjà en vigueur, des conventions, des protocoles de développement,
et des pactes d'associés aussi. Voilà, tout ce qui fait la matière pour développer ces projets. Ou pour plutôt les exploiter pour ceux qui sont en cours d'exploitation. Côté photovoltaïque, nous avons environ 50 mégawatts sur 120, alors sur 120 baux, sur 120 centrales qui sont sur la base de baux amphithéotiques, une trentaine de baux à construction qui sont aussi en vigueur, et une quinzaine de conventions d'occupation ou de baux amphithéotiques administratifs, dont vous aurez le détail avec un peu plus de détails plus loin, et y compris avec notre juriste. Voilà, je passe sur cette présentation. Alors, pour arriver à un bail, en fait, il faut déjà savoir ce que l'on veut. Si nous, en tant que société ou particulier ou collectif de citoyens, qu'est-ce que l'on veut faire de projet, qu'est-ce qui nous anime lorsque l'on veut faire un projet d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est valoriser un site, une démarche, ce que l'on retrouve dans une démarche environnementale, ce que l'on retrouve aussi souvent au niveau des collectifs ou des particuliers? Est-ce que l'industriel veut faire une économie d'investissement sur son toit, par exemple, compenser des émissions, faire du marketing? Est-ce que les investisseurs vont chercher assez naturellement une rentabilité de leur investissement? Ou là où on se classe nous, plutôt, on est producteur, donc on veut chercher déjà du volume, des kilowattheures, bien sûr investir avec une rentabilité, et faire de l'activité sur le territoire. Ça, c'est aussi ce qui nous anime. Donc là, à partir de là, on va définir la taille du site, le nombre de kilowattheures que l'on va faire, le site, les budgets. Et c'est important déjà de savoir ce que l'on veut avant de se retourner vers les partenaires. Ah non, pardon, c'est pas la bonne touche. Faire les partenaires, puisque on va pas chercher des clients quand on cherche du foncier, on va chercher des partenaires. C'est des partenaires qui ont des supports, qui sont apporteurs, qui ont une toiture, qui ont un site, un environnement, des collectivités qui vont avoir un site, un patrimoine. Donc ce sont bien des partenaires que l'on va chercher. Et quand il y a un partenariat, il faut qu'on soit très clair sur ce que nous on veut et comprendre ce que les partenaires supports ou apporteurs veulent. Au final, on va transcrire ça dans une maîtrise foncière par un bail ou un système de bail. Alors j'y mettais gisement de matière métallisable puisque ça se voulait aussi général, mais je pense qu'avant de rentrer dans la rédaction de la promesse de bail, du bail, de la convention d'occupation ou de ce que l'on veut faire sur le territoire, c'est important déjà de poser ces bases, les objectifs respectifs des parties prenantes à la maîtrise foncière. Donc une fois que l'on a défini ces éléments-là, eh bien, on va avoir des principes pour maîtriser donc le foncier du site, que ce soit toiture ou éolien. Je me mets dans les deux cas. Alors ici, pardon, je me mets dans le cas de figure de l'éolien, excusez-moi. Principe de base, un équipement, un loyer. On implante une éolienne, il y a un loyer, on met un poste de livraison à un endroit, on va voir le propriétaire et l'exploitant et on va leur proposer des loyers et voilà une contrepartie financière de cette occupation du terrain. Alors, on va aller étudier une zone, donc on va faire signer un certain nombre de promesses sur une zone d'intérêt du projet. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement, mais on sait qu'on va s'orienter, on va choisir les emplacements des éoliennes, du poste de livraison, et nécessairement, on va avoir plutôt quelques contents, ceux qui auront les machines, et des mécontents autour, qui auront eu des promesses, peut-être quelques servitudes, mais au final qui n'auront pas les loyers pendant les 20 ans à suivre. Donc ça, c'est... Hervé, Oui. ouais, c'est Julien. Donc, justement, j'avais une première question par rapport à ça, qui est un peu le fil rouge aussi de ce webinaire. Est-ce que dans les projets que vous avez suivis, ou notamment des projets citoyens, est-ce qu'il y a justement une manière peut-être plus équitable d'imaginer cette répartition de richesses et d'en faire, alors c'était peut-être un point que tu allais
évoquer ultérieurement, mais est-ce que justement, dans l'éolien, il y a un moyen, alors on le verra aussi certainement avec Jean-Martin Chevreau, hein, mais est-ce qu'il y a un moyen peut-être plus équitable, plus citoyen de profiter de cette maîtrise foncière, notamment aussi pour favoriser l'acceptation du projet en répartissant de façon plus juste ou plus maligne la valeur? Euh, Oui, il y a toujours des moyens plus malins, surtout ceux qu'on n'a pas encore trouvés. Mais on peut imaginer des systèmes de répartition, proposer des genres de servitudes sur une zone que l'on va définir arbitrairement, forcément, et on va, passez-moi l'expression, mais arroser autour de l'éolienne dans un rayon de 400 mètres en disant, bah, s'il y a une éolienne à cet endroit-là, eh bien, dans un rayon de 400 mètres, il y a un principe de servitude, donc les gens ont été, les propriétaires ont été arrêtés, on va dire maîtrisés par ces promesses de bail. Et dans la promesse de bail, on leur a dit, bah, soit vous avez une éolienne et vous avez un loyer, soit vous êtes à tant de distance, et auquel cas on propose une compensation à la surface. Enfin voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Ça pose toujours la question de la distance. Ça pose aussi le fait que le foncier est pas forcément représentatif de l'implication dans le territoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des propriétaires et des exploitants qui sont sur une zone, qui vont avoir des dizaines, voire des centaines d'hectares sur une zone, mais qui sont finalement très peu présents en local. Donc là aussi, ça revient un peu à l'idée d'origine. Le sujet des propriétaires aux alentours, finalement, c'est un sujet d'occupation du sol aussi, et est-ce que ça reflète bien l'activité du territoire et l'intérêt des citoyens sur le secteur? Ça, c'est une question qu'il faut se poser en amont. Et puis par ailleurs, on peut proposer un système de répartition, mais si en face on a d'autres développeurs qui disent moi je propose des loyers, un seul loyer mais un loyer plus cher, ceux qui vont signer les promesses vont dire c'est plus intéressant parce que je vais peut-être avoir, si j'ai une éolienne, je toucherai plus cher. Donc on a un sujet de concurrence. Ça, Merci. c'est pour ce qui est des propriétaires, pardon, juste pour terminer, je pense que c'est peut-être la question suivante, ou un corollaire de la question. Ça, c'est pour ce qui s'agit des propriétaires fonciers. Après, en termes de répartition de valeur, on a d'autres moyens pour retourner aussi un peu, je dirais, de valeur auprès de la commune ou de la commune et des citoyens aux alentours. Il y a aussi des systèmes où on met des loyers pour les chemins, l'entretien des chemins, des mesures d'accompagnement qui vont être le financement d'aménagements, par exemple remise en état d'un site emblématique dans le secteur, qui va être une mesure d'accompagnement du parc éolien. Voilà, on peut trouver, là c'est la place à la créativité, c'est ce que je mettais dans le titre. Effectivement, on peut aussi imaginer d'autres choses. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois il y a Jean-Martin Chevreau qui écrit sur le fil de conversation. Alors, bien sûr, Jean-Martin, ton tour va venir, hein. Tu vas pouvoir largement exposer ce que vous avez mis en place et effectivement garder à l'esprit que il y a des façons, donc enfin, il y a plusieurs façons finalement d'envisager cette maîtrise foncière, surtout dans l'éolien, Oui. parce que dans le PV photovoltaïque et en particulier en toiture, là c'est un peu plus compliqué, quoi. Là, Alors, justement, au niveau de l'éolien, quand on va commencer à distribuer, à arroser, hein, excusez-moi le terme, mais à arroser un peu au niveau, avec de l'argent aux alentours, si on le fait avec les propriétaires fonciers, et on a eu la question hein, sur certains sites, et alors pourquoi on va pas donner de l'argent aussi aux gens qui ont une visibilité sur le parc, et à ceux qui peuvent le voir de plus loin. Et là, on rentre dans un fonctionnement qui est difficile à gérer et surtout insupportable par l'économie du parc éolien. Donc faut être prudent avec le fait j'irais de distribuer ou de compenser des choses qu'il n'y a pas à compenser. C'est plus, faut que ça soit bien fait et il faut qu'effectivement ça réponde bien à un besoin ou un objectif partagé. Je vais permettre de passer sur l'éolien, puisque effectivement il y aura certainement d'autres exemples par la suite.
En photovoltaïque, que ça soit au sol ou en toiture, on est aussi un peu sur le même principe de base. Un équipement, un loyer d'occupation. Je vous loue votre toiture ou je construis un bâtiment, eh bien j'ai un loyer, une compensation. Ou si c'est au sol, même chose, on va avoir un loyer d'occupation. Mais bien sûr, on peut imaginer d'autres choses lorsqu'on va faire ces travaux sur ces toitures existantes. On peut imaginer prendre en charge des coûts de réfection ou d'investissement. On peut proposer là aussi des actions d'accompagnement. On peut imaginer, si la société et le montage et les partenaires le permettent, aussi des apports en nature de foncier dans le projet. Voilà. On peut aussi avoir un peu de créativité sur la contrepartie à l'occupation du foncier sur ce type de projet. Euh, et puis, on peut imaginer, bien sûr, et ça c'est ce qu'on a mis en place sur sur un de nos dossiers, des prises de participation dans les projets pour les propriétaires. Donc ça aussi, c'est des possibilités assez faciles à mettre en œuvre. Voilà. Après, pour le dernier point, j'ai mis juste un petit point, mais la personne qui va décrire un peu les dispositifs juridiques autour des baux développera plus. Effectivement, sur du photovoltaïque, lorsque l'on est sur un domaine public, administratif, on peut démarrer un projet, l'assise foncière peut être euh, sécurisée, on va chercher le terme, c'est bien sécurisé par une convention d'occupation plus une délibération. Si on est sur du domaine privé administratif non ouvert au public, donc voilà, des domaines privés des collectivités par exemple, on peut le retrouver sur des sites d'enfouissement, des vieux sites d'enfouissement. Eh bien, un bail amphithéotique administratif plus une délibération permet de sécuriser le projet. Sur des entreprises ou des particuliers, on peut être sur des baux amphithéotiques assez classiques. Et enfin, l'éolien, vous le voyez en dessous, on est un peu sur le même principe, hein, délibération, enfin c'est la même chose, finalement. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter sur la demi-heure qui m'était accordée. Alors, en fait, c'était 20 minutes, donc C'était 20 minutes, j'ai compté 30 ouais, minutes. Ah, pardon. ouais, non, non, vous excusez pas, Hervé, c'est juste parfait pour une première, puisqu'il est 12h48, donc c'est 20 minutes tout pile qui ont été utilisées. Maintenant, j'ai demandé à Jean-Éric Paraiso, là, qui est justement introduit de belle manière, finalement, par cette dernière slide, de bien vouloir activer son micro. Ouais, j'entends tout le monde. Bonjour à tous. D'accord, donc moi je vais faire monter ton document, hein, qui est un document assez énorme, on va dire, que les participants ne s'inquiètent pas. C'est écrit tout petit, c'est très long, et vous y aurez accès, justement, je viens de vous mettre un mot dans le fil de conversation, vous aurez accès à ce document dès demain euh, par, euh, par email. Et donc, vous pourrez vous y plonger plus facilement. Jean-Éric est là juste pour vous donner les grandes lignes de ce document et compléter le propos d'Hervé sur un plan plus juridique. Et juste après, nous aurons les deux retours d'expérience de nos porteurs de projet. À toi, Jean-Éric. Alors, bonjour à tous. Désolé pour la visibilité, c'est vrai que c'est pas de très bonne qualité là ma webcam, mais bon. Alors, sur l'assise foncière, il y a deux choses à retenir. Enfin, il n'y a qu'une seule chose à retenir en vrai, c'est à qui appartient le terrain sur lequel je veux implanter mon projet. En fonction de la personne, donc on a soit des personnes privées, donc personnes physiques, des particuliers ou alors des personnes morales de droit privé, soit des personnes publiques. Alors si c'est des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques, la question est assez simple. Alors ça c'est le tableau qui sera en dessous, hein. La question est assez simple parce qu'on a soit un bail amphithéotique, soit un bail à construction. Et pour ce qui est des personnes publiques, on a plusieurs types de terrains. Alors les personnes publiques, elles ont un domaine privé et un domaine public. Alors pour faire simple, sans rentrer dans les problématiques de classification, globalement, ce qui est ouvert au public, on va considérer, c'est-à-dire que ce qui est accessible à tout le monde, on va considérer que c'est le domaine public de l'administration, et ce qui est non accessible au public, c'est le domaine privé de l'administration. Sur le domaine privé,
de l'administration, on passe exactement les mêmes contrats, les mêmes baux que l'on passe avec des personnes morales de droit privé. Et c'est-à-dire que la compétence aussi, ce sera le juge judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller devant le juge administratif. Dès lors qu'on est sur le domaine privé de l'administration se comporte comme une personne privée. Voilà. En revanche, dès lors qu'on va se retrouver sur le domaine public de l'administration, c'est là que c'est un petit peu différent parce que justement, on doit s'assurer que cette autorisation soit précaire. C'est-à-dire qu'après, il y a des moyens de contourner cette précarité et des baux qui sont prévus exprès, je veux dire spécifiquement pour les projets. Mais l'idée, c'est que la personne morale de droit public est garante de l'utilisation, enfin, du domaine public, de son intégrité et de son utilisation de la même manière par tout le monde. Donc du coup, dans mon premier tableau, je vous présente les baux et les autorisations qu'on peut passer pour occuper de manière privative le domaine public d'une personne morale de droit public. Donc vous voyez en colonne, vous avez l'AOT, donc autorisation d'occupation du territoire non constitutive de droit réel. Vous avez l'AOT constitutive de droit réel, donc autorisation d'occupation du domaine constitutive de droit réel, le BEA, bail amphithéotique administratif, et le BEA valorisation, bail amphithéotique administratif de valorisation. Alors, je vous ai mis le BEA de valorisation, non pas que l'autre BEA ne serve pas à valoriser le domaine, c'est juste que le BEA de valorisation, c'est un BEA spécifique. C'est-à-dire que c'est un BEA que la collectivité devra justifier si jamais elle a recours à ce type de contrat. Je vous l'ai quand même mis parce que ça reste une possibilité et que dans certains cas, on peut arriver à le justifier. Alors attends, Jean-Éric, je te reconnais bien là à aller très vite. Alors, j'ai quelques questions déjà pour toi. Ça tombe. La différence entre un bail amphithéotique. J'allais y venir, je vais commencer par présenter les colonnes. Alors, D'accord. qu'est-ce que c'est que des droits réels? Les droits réels, ça veut dire qu'on va se comporter sur le terrain qu'on utilise de manière privative, comme si on était propriétaire de ce terrain. Je dis bien comme si, c'est de fait. Alors, de fait, on occupe ce terrain de manière privative. Ce terrain ne nous appartient pas, mais on va quand même pouvoir avoir certains des attributs de la propriété qui vont nous permettre de faire certaines opérations derrière. Les droits réels, par exemple, ça va nous permettre de contracter un emprunt et d'accorder à la banque un nantissement sur tel ou tel, enfin sur le terrain, sur une hypothèque sur le terrain, sur les ouvrages, de manière tout à fait simplifiée. Il faut savoir que quand on fait une autorisation, quand on est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine qui n'est pas constitutive de droit réel, on ne peut pas faire d'hypothèque sur le projet. C'est-à-dire qu'on peut pas aller voir, la banque ne peut pas prendre d'hypothèque sur notre projet. Ça peut être un peu gênant dans un projet d'infrastructure parce que généralement les banques en demandent. C'est pour ça que je recommande quand même d'utiliser l'AOT constitutive de droit réel et les BEA ou le BEA de valorisation. À savoir que le BEA accorde automatiquement des droits réels. D'accord? Après, le fait de ne pas avoir de droits réels sur une autorisation d'occupation du domaine, c'est pas non plus forcément rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets qui sont plus petits, qui nécessitent pas forcément des gros investissements et pour lesquels, ou alors avoir un conseil bancaire qui finalement n'a pas besoin de demander toutes ces garanties parce qu'il a d'autres garanties par ailleurs. Alors, Jean-Éric, petite pause question là, pour pas perdre nos participants. Donc, on est bien d'accord, la différence entre un bail amphithéotique et un bail amphithéotique administratif, ça, BEA, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, le BEA, c'est un bail amphithéotique qui est qui est adapté pour l'administration. Et le bail amphithéotique tout court, c'est le bail amphithéotique qu'on utilise habituellement. Juste que le bail amphithéotique, c'est un contrat très pratique que l'administration, qu'on a voulu étendre à l'administration. Alors là, j'ai deux questions aussi de Jacques Desvosges, qui est un habitué de nos webinaires. Si un développeur signe une promesse de bail avec un agriculteur, exemple sur 10 ans, sans rémunération, alors est-il possible de rompre ce contrat pour pouvoir développer soi-même?
En fait, la question est si un développeur donc signe une promesse de bail Ouais. sans rémunération, est-il possible de rompre ce contrat? Ah, d'accord, ok. Sur la rupture de la promesse de bail. Alors là, on est plus dans un aspect contractuel et négociation. C'est-à-dire que là, on se place du côté de l'agriculteur qui a signé une promesse de bail avec un avec un industriel, mettons, et qui finalement après veut faire le projet tout seul. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris? Alors Jacques, si tu peux dire si Jean-Éric a bien compris la question. Vas-y, réponds comme si c'était ça, qu'on puisse passer aux Alors du suivantes. coup, si moi je suis agriculteur par exemple et que finalement je refuse la promesse de bail, il faut que regarder un petit peu ce qui est écrit dans la promesse de bail et la manière dont on peut se défaire de ses engagements. Mais la promesse de bail, a priori, si vous voulez, la promesse de contracter, c'est quasiment un contrat. Donc on est déjà suffisamment lié par cette promesse de bail pour ne pas pouvoir s'en défaire. Au-delà, la personne D'accord. qui est titulaire de cette promesse de bail peut aller devant le juge pour réclamer l'exécution forcée du contrat. Surtout que depuis 2016, on a eu une réforme du droit des obligations et du droit des contrats qui justement avait pour vocation notamment de renforcer la force obligatoire du contrat et les engagements des parties. Donc une promesse de contrat, ça vaut contrat. D'accord. Suite de la question de Jacques, est-ce qu'un tel contrat nécessite l'autorisation de la commune? En d'autres termes, quel rôle peut jouer la commune pour anticiper ces mesures agressives? C'est-à-dire les mesures agressives d'un développeur, je suppose. Les mesures agressives, je vois pas de quelle mesure agressive il s'agit. De toute façon, l'autorisation de la commune, elle sera nécessaire. Si on veut implanter un champ d'éoliennes, on sera obligé d'avoir un permis de construire. Donc, on a forcément, la collectivité délivre le permis quoi qu'il arrive. Donc, elle a forcément son regard sur le projet. Ok. Euh, ensuite, une autre petite question, je te laisse poursuivre ta présentation après. Donc, quelle différence entre un AOT de droit réel et un AOT sans droit réel? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y en a un qui va conférer. Alors, là, on se place du point de vue de l'administration. Il va y avoir certaines parties de son domaine, certaines parties du domaine public qu'elle ne voudra pas forcément voir, pour lesquelles elle voudra pas forcément autoriser certaines activités économiques. Du coup, pour garder la main et pour accentuer le caractère précaire de ce type d'autorisation, elle peut être tentée de n'accorder que des AOT non constitutifs de droit réel. Après, si c'est pour un projet d'énergie renouvelable, le mieux c'est quand même, a fortiori ce sont des éoliennes, c'est quand même d'avoir des AOT constitutifs de droit réel. Les droits réels, si vous voulez, c'est un attribut du contrat qui va nous permettre de se comporter sur le domaine qu'on occupe de manière privative avec certains attributs de la propriété. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revendiquer devant des... Jean-Éric? Vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est revenu. Allô? Ouais. Ok. Du coup, oui, j'étais sur la différence donc entre droit réel et absence de droit réel. L'idée, c'est qu'on va pouvoir se présenter vis-à-vis des tiers comme ayant certains des attributs de la propriété sur la partie du domaine qu'on utilise, qu'on occupe de façon privative, que ce soit, enfin, en l'occurrence, pour exercer une activité économique, à savoir là la production d'énergie renouvelable à partir d'infrastructures de production d'énergie, d'électricité. Ok, donc je te laisse poursuivre la présentation de ce document et je rassure tous les participants, hein, vous aurez accès à l'intégralité de ce document qui fait plus de 10 pages, écrit petit, et vous pourrez donc prendre le temps de le lire. Là, l'idée qu'on a là avec Jean-Éric, c'est juste de vous donner les grandes clés pour le comprendre, hein. Ah oui, non, mais là on était d'accord, ok, très bien. Effectivement, pour les éoliens, là, je vois les réponses là dans le fil de conversation. Effectivement, pour tout ce qui est ICPE, c'est la préfecture et c'est l'État, hein. Mais je parlais de manière générale, quoi qu'il arrive, dès lors qu'on a soit un permis, soit une autorisation, quand bien même on est sur un contrat privé entre deux personnes privées pour l'assise foncière, il y a forcément une autorisation de l'État.
de l'État ou de la commune. Ok, Jean-Éric, il te reste quelques minutes donc pour donner les grandes clés de Euh, lecture de ton document et ensuite on alors passera pour au aller retour vite, de toute façon, d'expérience. là j'ai récapitulé. Donc il y a deux tableaux. Il y a un tableau sur l'occupation privative du domaine public et un autre tableau plus bas. Je ne sais pas qui est-ce qui descend. C'est moi. C'est toi. Et un autre tableau pardon, plus bas sur l'occupation privative donc du domaine privé des personnes publiques ou alors sur l'occupation privée d'un terrain ou d'une surface appartenant à une personne morale de droit privé ou alors à une personne physique. Donc du coup, dans le tableau, vous avez en colonne les différents contrats et ensuite sur les lignes, j'ai mis deux trois éléments qui me paraissaient essentiels. Donc je vous ai remis les articles de référence si jamais vous avez besoin de vous y référer. Je vous ai mis une partie sur la durée de la convention. Je reviendrai dessus un petit peu plus loin. Alors c'est bien détaillé, j'ai bien pris le temps de l'expliquer, mais je vais revenir dessus un petit peu après. Je présente d'abord toutes les lignes. Donc des éléments sur la durée. Quelques éléments sur les conditions relatives au domaine, mais ça, a priori, c'est juste pour information. Des éléments sur les conditions relatives aux parties, là encore, c'est pour information. L'épineuse question de la mise en concurrence. J'ai un petit peu développé, mais parce qu'il y a besoin de développer. Et puis, la partie, ce que je vous disais sur la nature du droit conféré et la possibilité d'avoir des droits réels, là encore, j'ai un petit peu développé. Quelques éléments sur la fin anticipée et un aspect aussi sur la valorisation financière et la fiscalité de l'acte. Les éléments essentiels, voilà, les éléments essentiels, je vais vous parler de la mise en concurrence parce que là depuis cette année, depuis le printemps, euh, les autorisations d'occupation du domaine doivent être soumises à concurrence, c'est-à-dire que la personne publique, pour délivrer ce type d'autorisation, doit procéder à une mise en concurrence minimum. C'est-à-dire elle doit respecter ce qu'on appelle la procédure adaptée et donc faire une mise en concurrence. Il y a des exceptions. Je les ai listés. Après, c'est au cas par cas, hein. Je vous laisserai lire ça tranquillement et regarder si vous rentrez dans les exceptions. À savoir que si une exception peut être invoquée, il faut que ce soit de manière vraiment précise et que en tout point on puisse rentrer dans cette exception-là. Sinon, retenez que la règle, c'est la mise en concurrence. Alors, pas une mise en concurrence énorme, mais quand même une certaine mise en concurrence en fonction du montant du loyer. Puisque je suis sur le montant du loyer, les autorisations constitutives de droits réels sont en principe toujours valorisées financièrement, c'est-à-dire qu'il faut toujours le versement d'un loyer. Alors il y a toujours des cas exceptionnels où on arrive à expliquer que finalement la valorisation de cette occupation privative, elle peut ne pas forcément être sous forme de loyer, mais on peut avoir d'autres types de rémunération parce qu'il y a un investissement dans la commune, parce que ça dégage peut-être un emploi. Enfin voilà, il y a toujours des éléments de justification, mais le principe c'est qu'il faut toujours le versement d'un loyer. Et sur la durée, c'est un élément assez important. La durée, on la fixe pas depuis justement cette réforme de la mise en concurrence des autorisations. On la fixe plus comme avant, un petit peu de gré à gré. L'idée, c'est de justifier que la durée se base sur l'amortissement des installations qu'on va construire sur le domaine. C'est-à-dire que si on va construire par exemple, je sais pas moi, du photovoltaïque et que la durée d'exploitation c'est sur 25 ans, on va devoir justifier que effectivement on a une durée d'exploitation de 25 ans et qu'au bout de 25 ans, on sera obligé soit d'enlever, soit de renouveler pardon, le matériel. Et donc la durée doit vraiment se calquer sur la durée de l'amortissement. Voilà, c'est le point que je voulais souligner. Après, pour le reste, tout est dans le document. C'est assez détaillé et alors le tableau paraît un peu dense comme ça, mais il faut bien prendre le temps de le lire. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, je voulais juste le détailler pour que vous l'ayez à disposition et ça peut toujours servir. Voilà, Mais j'ai dit.
Écoute, merci beaucoup, Jean-Éric. Je sais que tu es particulièrement, comme Hervé, comme tout le monde d'ailleurs, occupé aujourd'hui. Là, tu es au centre de Paris suite à un rendez-vous professionnel. Là, Donc, merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour avoir fait ce travail, hein. Bien sûr, il sera à disposition de tous nos participants, tous nos adhérents dès demain. Alors, là, on a fait le tour du méthodologique, on va dire, hein. Maintenant, il est temps de passer aux pratiques et d'avoir des retours d'expérience. Alors, on va commencer, je vais demander à Jean-Martin Chevreau de bien vouloir ouvrir son micro, ouvrir sa webcam. On te quitte, Jean-Éric, et je vais tout de suite partager son contenu. Voilà. Tout le monde, voilà. Bon, eh bien, merci déjà pour les informations de début. Je vais vous parler de notre projet à nous qui concerne un parc éolien de 5 éoliennes de 3 MW chacune et sur lequel, pour répondre à certaines questions, et déjà là ce que j'ai essayé de partager avec vous, pour les implantations, c'est vrai qu'on est en rivalité avec la DDTM qui nous impose des alignements et des regroupements presque rotor engrenant, et il faut absolument se battre pour pouvoir implanter les éoliennes d'une manière industrielle et économiquement rentable et faire en sorte qu'on impacte au minimum les terres agricoles. C'est dans l'éthique de nos projets. Ok, donc j'ai terminé tout à l'heure, les gens ne m'entendaient pas, mais dans notre projet, on souhaitait impacter au minimum les terres agricoles et on était donc en rivalité avec la DDTM qui nous accorde ce permis en essayant justement de les implanter d'une manière qui ne serait pas linéaire, alors qu'ils souhaitaient nous l'imposer. Voilà, donc je vais après, on a mis des éoliennes de grande hauteur hein, sur des mâts de 115 mètres, ce qui les a fait tiquer également. Mais afin d'en mettre moins, on a préféré en mettre 5 hautes que 8 petites pour éviter aussi, également l'impact visuel trop important dans la mesure où notre région qui est bien ventilée a tendance à se garnir de beaucoup d'éoliennes. Voilà. Nous avons, au dernier jour de l'enquête publique ICPE, eu un recours gracieux qui se terminait hier et on ne sait pas s'il va se poursuivre par un recours contentieux. Et là, il va falloir que l'on négocie avec nos avocats ou d'autres juristes sur le dédommagement éventuel qu'il faudrait faire au niveau des riverains. Mais c'est pareil, au niveau éthique, on ne souhaite pas passer par ce genre de procédure. Donc, on va voir. Peut-être que le plus proche, qui est à 535 mètres, la norme c'est 500 mètres des maisons, peut-être que lui, on lui fera une fleur, mais ce sera tout. Voilà. Et... Oui, alors déjà, juste pour te rassurer sur le son, c'est parfait maintenant, on t'entend super bien. Mais moi, j'ai une première question. Je t'ai vu réagir au moment où Hervé Lecomte donc, évoquait la maîtrise foncière au niveau de l'éolien. Est-ce que toi, tu peux nous faire part d'une maîtrise foncière typiquement citoyenne que vous avez mise en place pour ce projet? Oui, alors on s'est présenté, c'était à l'époque où il y avait encore la possibilité d'implanter dans des ZDE avec minimum 5 éoliennes. Là, c'est la mairie qui a fait le travail. Hein. On a présenté à différentes mairies de la communauté de communes la façon dont on pouvait faire du citoyen dans les énergies renouvelables. Et c'est la commune qui a donné consigne, mais qui a été respectée d'ailleurs, à l'ensemble des propriétaires et exploitants de ne rien signer tant qu'elle n'aurait pas pris de décision pour un porteur de projet. Dans la mesure où après, si les porteurs de projets font signer un petit peu n'importe où, ça oblige après des négociations à des tarifs qui ne sont pas intéressants pour des projets citoyens, quoi. Sinon, après, vous avez vu que dans nos implantations, je répète, hein, on a réussi à en mettre 2 en mitoyenneté, ce qui permet d'avoir non pas un gagnant et un perdant, mais 2 voire 4 gagnants.
la communauté de communes commence seulement à s'intéresser aux projets citoyens, ce qui est dommage parce que depuis, il y a eu 6 ou 7 projets qui nous sont passés sous le nez. D'accord. Voilà. Oui, Vas-y, juste Julien. aussi là, on a une partie de tes documents donc, qui sont aussi nombreux, hein, 19 pages, tu as mis à disposition de nos participants, de nos inscrits. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les documents que tu nous proposes pour notamment aider certains de nos participants? Alors, dans l'ordre, c'est pas le premier présenté. Là, c'est presque à l'issue, hein, une fois que le projet est finalisé et que l'on va passer devant le notaire pour pouvoir faire les baux. Donc ça, c'est un engagement, mais je pense pas que ce soit juridiquement, comment dirais-je, enfin, on ne doit pas pouvoir l'imposer, hein. Les gens ont tous la possibilité de choisir leur notaire. Mais là, on a essayé de faire en sorte que les gens signent tous chez le même notaire. Attendez, c'est le premier ou le deuxième? Oui, voilà. Et ensuite, pour la promesse de bail, bon, ben, je suis rassuré de savoir euh, que ça a un effet obligatoire, que personne ne peut venir foutre notre projet en l'air, propriétaire ou exploitant. Et si on arrive à voir à la page 10, si tu peux, je te laisse manier sur la promesse à la page 10. Donc voilà, sur la durée, ben c'est bien, c'est la 11 sur celui-ci. On voit sur la durée, il y a un terme qui est très important, c'est le nonobstant. C'est-à-dire que là, on a mis des promesses de baux sur 5 ans. Voilà, c'est même à 6. Et les prochaines que l'on va faire signer, on va même jusqu'à 8. Et ce qui nous permet de lancer le projet. Et à partir du moment où on peut prouver qu'on a fait une demande de permis de construire et d'autorisation d'exploiter ou qu'on a reçu ces autorisations, la promesse ne peut pas être mise en cause, au même titre que si des recours ont été déposés. Voilà, pour nous, ça paraît important parce qu'un projet éolien, ça peut prendre beaucoup de temps et même les projets citoyens maintenant font l'objet de recours. Sinon, qu'est-ce à dire eh bien que nous, on a décidé, on avait proposé, mais je l'avais mis, hein, sur la zone de développement éolien, on avait proposé à tous ceux qui le souhaitaient de signer une promesse de bail et réserver un tiers du revenu à répartir sur ceux qui n'avaient rien. Dans le prochain projet, c'est une chose qui a été acceptée, mais avec ses effets pervers. Sachant que on a vu sur des projets des propriétaires dire lors du renouvellement de bail, je ne renouvellerai pas le renouvellement de bail de mon exploitant pour pouvoir garder l'ensemble de la rémunération. Alors, effectivement, il Donc, faut laisser le temps aux gens de réagir sur l'onglet de conversation. J'en profite d'ailleurs, puisque c'est lié à répondre à quelqu'un qui demande la différence entre un projet citoyen et un projet porté par un développeur. Un projet citoyen, clairement, les citoyens gardent la gouvernance du projet et gardent la plupart des retombées économiques du projet. C'est l'idée. Et il fonctionne dans une oui, démarche qui est non spéculative. Donc l'idée étant de se réapproprier les moyens de production d'énergie pour le territoire, par le territoire. Voilà, je réponds à madame qui s'appelle Mérès, il me semble. Voilà. Ok, donc sur quelle base juridique vous versez des indemnités aux propriétaires qui n'ont pas d'installation? alors c'est sur la base de la promesse, éventuellement, si il l'avait accepté. Pour le projet que je vous présente et sur lequel on a les autorisations, il n'y a pas eu de décision de mutualiser. Hein. Je vais dire, un fort en gueule dans les propriétaires exploitants a dit celui qui l'aura aura l'indemnité, sinon D'accord, il on n'aura a rien. aussi Jacques qui fait référence à la course un peu qu'il y a entre les développeurs et les collectifs citoyens pour faire signer des promesses de bail aux propriétaires.
un potentiel. Alors, comment vous, chez Eola, vous vous entraînez pour cette course? Alors, on présente d'abord le projet à la mairie, dans la mesure où c'est elle qui va euh, faire une délibération, savoir si elle accepte ou non hein, qu'il y ait un projet sur sa commune. Et on va essayer d'être convaincant en disant, on le fait sous forme d'investissement citoyen. Nous, on tourne avec, je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par le représentant des cigales, mais avec un système qui équivaut à ce que proposent les cigales. Voilà, on appelle ça des CIERC, des clubs d'investissement dans les énergies renouvelables et citoyennes. Et on ne se limite pas qu'au photovoltaïque, on peut le faire, que dans l'éolien, on peut le faire pour le photovoltaïque, pour le petit hydraulique, si jamais il y avait possibilité chez nous. Ensuite, si les communes nous choisissent, on se met en quête après de créer des clubs d'investisseurs. Et donc, on monte sous forme de SAS. Et les clubs d'investisseurs, pourquoi? Parce qu'une SAS est limitée à 150 souscripteurs et que nous, on a commencé la possibilité de souscrire, et c'est toujours la même chose, avec 10 actions qui sont actuellement à 30 euros l'action. Voilà. Ce qui permet, mais au début, c'était 10 euros l'action. Enfin, quand je dis 30, c'est surtout la prime d'émission hein, qui a augmenté le prix de souscription. Voilà. Sinon, c'est sûr que c'est pour le territoire et reversé sur le territoire, tout en sachant qu'on a au niveau des familles, des souscripteurs, dans les clubs, il y en a qui sont un petit peu répartis partout, soit en France, soit à l'étranger. Donc, c'est un projet citoyen pour un maximum de monde. Et on a structuré la société de développement qui tourne comme d'autres sociétés de développement privées, hein, ou capitalistiques. On fait les mêmes choses, on fait travailler les mêmes bureaux d'études, voire des sociétés de développement privées qui viennent nous aider, soit pour la construction, soit pour la gestion du parc. D'accord. Est-ce que tu as fait le tour des documents que tu avais mis à disposition? Oh, oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que les gens peuvent maintenant les lire s'ils le souhaitent. Hein. C'est aménageable. Là, ça a été réalisé d'une manière à peu près définitive pour un bail normal, autre qu'une promesse. Hein. C'est pour ça qu'il est un peu long. Et ça a été réalisé par une notaire qui, a priori, fera signer les baux quand on aura la totalité des autorisations. Alors, il me reste à te remercier, Jean-Martin, et à appeler le troisième Jean-Michel, celui-là. Jean-Michel Bostetter, donc qui s'est occupé de toute la maîtrise foncière des centrales villageoises du pays d'Aigue. Donc une belle expérience sur le photovoltaïque en toiture. Jean-Michel, peux-tu activer ton micro et partager ta webcam à ton tour pendant que je fais monter ton support? Voilà, ça arrive. Très bien. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais d'abord, pour ceux qui ne savent pas où se situe le Pays d'Aigue, préciser qu'il se situe entre le Luberon et la Durance, donc dans le sud-est. Notre première expérience, nous l'avons acquise, nous sommes de création récente, donc on l'a acquise en 2015. En 2015, on a eu la chance de voir notre projet préfinancé par le parc naturel régional du Luberon qui a payé sur fonds européens et les études de faisabilité. De ce fait, il y a un bureau d'études qui s'est occupé de tout, depuis l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, les cahiers des charges, les consultations, le dépouillement des offres. Donc tout ça, c'était quelque chose qui est allé très vite, puisque notre société a été créée début mai 2015 et mi-décembre 2015, donc vous voyez, à peine 7 mois après, on en était déjà à faire la première assemblée générale pour lancer le projet. Nous avons beaucoup fonctionné sur le principe de la confiance avec les élus, et c'est là que effectivement on a eu des déconvenues en 2016 parce que certains maires qui nous avaient accompagnés, qui nous avaient accordé toutes les autorisations administratives nécessaires,
se sont retirés du projet au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il s'agissait de signer la convention d'occupation temporaire des toitures publiques. Alors ça nous a beaucoup plombé le projet. Maintenant, nous avons trouvé des toitures de remplacement, mais ça a été pour nous une leçon sur le fait qu'il était indispensable de commencer par avoir la maîtrise foncière des toitures sur lesquelles on veut installer des panneaux photovoltaïques. On a eu une autre déconvenue, c'est avec un propriétaire qui avait signé avec nous une promesse de bail, avec en annexe le modèle de bail. Et heureusement, nous étions adressés à un notaire qui a bien fait son travail et qui s'est rendu compte que le propriétaire en question avait une hypothèque prise par sa banque sur sa maison, ce qui faisait que notre bail civil se retrouvait, on dirais-je, sous la menace d'une reprise de propriété par la banque qui aurait ignoré, bien entendu, notre bail et serait devenu propriétaire de notre installation photovoltaïque. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle maintenant nous avons une autre démarche donc, qui est présentée dans le slide suivant. Voilà, donc la démarche en 2017, fort de ses expériences, c'est bien sûr dans l'ordre de visiter les lieux avec le propriétaire, donc on prend des photos, on regarde les différents aspects techniques et on établit un avant-projet sommaire que l'on soumet au propriétaire, qu'on vient lui présenter, de façon à ce qu'il le valide. Ensuite, sur cette base, nous établissons un projet d'acte engageant. Alors, si le propriétaire, c'est une collectivité, il s'agit d'une convention d'occupation temporaire. Alors, les nôtres ne sont pas amphithéotiques, elles sont sur le principe des baux à caractère précaire et révocable. Voilà, ça suffit à notre besoin et c'est plus léger. Le contenu des garanties qui nous sont données par les collectivités territoriales sont indiquées dans la Convention. Voilà, du coup, on n'a pas besoin de faire de publicité foncière, de faire des différentes formalités et surtout de payer une publicité. Voilà. Ensuite, quand c'est un propriétaire privé, je le disais tout à l'heure, on lui fait signer une promesse de bail, c'est un petit document de 2 pages auquel est annexé à la fois le projet, l'avant-projet sommaire et le projet de bail, de façon à ce que son engagement soit clair. Voilà, donc pour les collectivités, comme ça a déjà été dit, il faut que, pour que ce soit voté, il faut que ce soit voté en conseil municipal ou conseil communautaire pour les Comcom, que ça fasse l'objet d'un contrôle de légalité par la préfecture. C'est une formalité administrative, mais elle est obligatoire, donc ça prend un peu de délai, 1 ou 2 semaines, c'est pas beaucoup, et ensuite que ce soit signé par le maire ou par le président de la Comcom. Pour les propriétaires privés, donc on se contente de signer sous seing privé, je dirais, la promesse de bail avec, je vous disais tout à l'heure, l'avant-projet sommaire et le projet de bail paraphé. Donc, fort de ça, on peut passer aux étapes suivantes que je vous décris rapidement parce que ça sort un petit peu du domaine simplement de la maîtrise foncière, mais il faut bien avoir en vue qu'il faut avoir tous les feux au vert avant déjà de déposer la déclaration préalable de travaux. Alors ça, nous l'avons aussi un peu appris à nos dépens. Il faut commencer, si le projet est dans le périmètre de protection d'un bâtiment classé, il faut contacter et aller voir l'architecte des bâtiments de France. Ça c'est important, surtout s'il a un droit de veto.
C'est inutile de continuer à dépenser du temps, de l'énergie, si l'ABF finit par exercer son veto. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier l'architecte conseil de la commune, qui certes n'a qu'un avis consultatif, mais il vaut mieux quand même avoir son accord. Ça facilite l'accord de la commune pour la déclaration sur la déclaration préalable de travaux. Voilà. Et puis après, il y a les aspects suivants, c'est-à-dire que j'arrive pas. Ah oui, ça y est. Les aspects suivants. S'il s'agit d'un établissement recevant du public, la réglementation nous impose de déposer également un dossier d'autorisation de modification, qu'on appelle dossier AT, comme autorisation de travaux, et qui dépend pour le photovoltaïque en toiture uniquement de l'avis des pompiers. Donc, il faut se procurer et appliquer la doctrine photovoltaïque du service départemental d'incendie et de secours, et puis aller présenter le projet aux pompiers de façon à ce qu'ils n'émettent pas des réserves qui seraient considérées par la commune comme rédhibitoires, parce que les maires sont très attachés à leur responsabilité en cas d'accident, et donc ils tiennent à ce que les pompiers, généralement, ils tiennent à ce que les pompiers soient d'accord sur le contenu du projet. Voilà, donc je suis allé un peu vite, j'espère que ça vous semble clair, et je suis prêt à répondre à vos questions. Ok. Est-ce que déjà quelques-uns de nos présentateurs veulent reprendre la parole éventuellement pour ajouter quelques éléments par rapport à tout ce qu'ils ont entendu, puisque c'est la première fois finalement que vous vous entendez tous parler les uns les autres. Donc j'invite ceux qui avaient quelque chose à rajouter à ouvrir leur micro et à prendre la parole, si c'est possible, et surtout à nos participants à taper sur leur clavier pour faire dérouler leurs questions parce que c'est le moment. Il nous reste environ 30 minutes, un peu moins de 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors là, il y en a une première qui vient d'arriver. Et pour les ERP, il faut aussi payer une étude structure plus BE contrôle, bureau d'études contrôle. Question? Oui, alors, l'étude de structure, il faut avoir effectivement un professionnel qui se prononce sur la solidité de la structure en termes de capacité à supporter les charges climatiques, c'est-à-dire la neige, le vent, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément un bureau d'études, ça peut être un charpentier, du moment que c'est un professionnel qualifié et qu'il engage évidemment sa responsabilité quand il dit que la structure est capable de supporter les charges climatiques. Je précise que généralement, dans la plupart des cas, les panneaux photovoltaïques pèsent beaucoup moins lourd que la toiture existante. Mais dès lors que l'on modifie la toiture, la réglementation impose de vérifier la solidité de la structure, même si elle est récente, même si elle a été bien dimensionnée au départ. Il faut apporter la garantie qu'elle est toujours capable, après l'installation photovoltaïque, de supporter les charges climatiques. En ce qui concerne les aspects payer une étude de structure. Le bureau de contrôle, bien entendu, c'est une obligation aussi pour les ERP. Quand le chantier est terminé, il faut faire venir un bureau de contrôle qui va faire un contrôle de conformité de l'installation et établir les documents qui permettront ensuite d'obtenir le certificat consuel. Alors, cher Jean-Michel, tu as fait un petit oubli, figure-toi, au début. Et heureusement que Mérès est là pour le combler, parce qu'elle demande, pour les centrales du Pays d'Aigle, pouvez-vous indiquer le nombre d'installations concernées par le projet, la puissance totale installée, et l'intérêt et la rémunération des participants? Bref, une petite présentation des centrales villageoises du Pays d'Aigle. D'accord. Alors, très rapidement, aujourd'hui, nous avons 7 toitures qui sont installées sur un projet de 11. 11 toitures de à peu près 9 kW.
Donc ça fait un petit peu moins de 100 kW crête de puissance pour la totalité de notre projet. Et voilà où nous en sommes. Effectivement, le projet a pris du retard, alors que mi-décembre 2015, on pensait pouvoir le développer entièrement sur l'année 2016. Eh bien, ça a pris un an de plus, puisqu'on le terminera, je pense, à l'automne. Ok, et sur l'intérêt et la rémunération des participants, comment ça se passe? Es-tu au courant? Alors, les participants, c'est-à-dire les propriétaires de toiture, on propose un loyer que je dirais symbolique, qui est de 3 euros par an et par mètre carré de panneaux photovoltaïques. Donc pour 9 kilowatts, on est à moins de 60 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui fait, ce sont des petites installations que nous faisons. Nous sommes petits, nous commençons, ce qui fait moins de 180 euros de loyer annuel pour les propriétaires. Mais ce qu'on leur explique, c'est que le principal avantage, c'est qu'au bout de 20 ans de notre bail civil, l'installation leur reviendra gratuitement. Donc leur intérêt, c'est surtout pour, au bout de 20 ans, récupérer une installation qui produira encore à peu près 85% de sa puissance initiale. À partir de ce moment-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent, soit revendre l'électricité comme nous le faisons à EDF, à un tarif que, évidemment, il est impossible d'anticiper aujourd'hui, soit effectivement d'investir dans des moyens de stockage de l'énergie pour faire de l'autoconsommation. D'accord. Et j'élargis la question de Mérès à d'autres participants. En fait, les participants à la société de projet, eux, comment sont-ils rémunérés? Les participants, donc c'est un investisseur, c'est quand même une société, c'est une SAS pour le pays d'Aigle, donc mais c'est qui fonctionne selon le principe coopératif. L'objectif principal, effectivement, de notre société, c'est de développer les énergies renouvelables et d'agir sur notre territoire pour les économies d'énergie. Les actionnaires ont droit à une rémunération à partir de la 4e année, égale à peu près à 3% de leur investissement. Donc, c'est quand même pas négligeable par rapport à d'autres placements, mais l'objectif principal de la société, c'est un but éthique, bien entendu. Donc, c'est développer les énergies renouvelables à travers un réinvestissement des bénéfices et agir pour les économies d'énergie qui permet, selon nos prévisions, de décupler l'effet de la production d'énergie. Donc, le caractère citoyen de notre projet, son efficacité, consiste finalement à utiliser les bénéfices tirés de la vente d'électricité à EDF pour développer notre parc de production et décupler en plus la puissance de notre parc par la puissance économisée par les citoyens de notre territoire. Est-ce que ça vous semble clair? Ça me paraît clair. Je pense que là, on a fait le tour de la question. J'ai une autre question. Des déclarations d'utilité publique peuvent être engagées par une collectivité, entre guillemets, contre un privé. Si un privé refuse une demande de convention d'occupation, par exemple, le cheminement de câblage passe par un terrain privé. Alors, est-ce que tu as J'ai répondu. D'accord. Oui, J'ai répondu. nous ne sommes jamais tombés dans ce cas-là pour la bonne raison que chez Enedis, dès lors que nous ne sommes pas propriétaires de la toiture, nous ne sommes que locataires. Le branchement au réseau d'EDF se fait de type 2, c'est-à-dire en limite de propriété. Et bien entendu, en plus pour les petites puissances qui nous concernent, donc une toiture c'est 9 kW crête aujourd'hui maximum, on ne va pas s'embêter à aller traverser un terrain privé, un terrain tiers, pour aller se raccorder à EDF. De toute façon, Enedis impose le raccordement en limite du terrain du propriétaire de la toiture.
D'accord. Donc de toute façon, effectivement, Jean-Éric avait répondu aussi de son côté. Laurence nous indique le site des centrales villageoises, donc ce qui est effectivement très intéressant puisque c'est une mine de renseignements. Hein, ce modèle porté par Noémie Poise de RA2E est une mine de renseignements sur la façon de procéder. Je vous laisse encore quelques instants pour poser éventuellement vos questions. Sinon, eh bien, vous aurez accès, je vous le répète, à l'ensemble des documents qui ont été présentés. Et il y en a certains qui sont longs à s'approprier, hein, comme ceux de Deola ou ceux de Jean-Éric. Donc, vous aurez accès à tout ça dès demain sur votre boîte email. Bon, je ne vois pas. Ah, si, une autre question. Avez-vous déjà appliqué le principe de la concurrence nouvellement obligatoire? Et si oui, comment ça s'est passé? Alors, je crois qu'elle s'applique au 1er juillet, donc il me semble que c'est pas possible que vous l'ayez appliqué. En revanche, peut-être que vous y êtes préparé. Absolument pas. Je ne connais pas ce principe de la concurrence obligatoire. Donc, je ne sais pas. Nouvelle concurrence, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Alors peut-être que si Quelqu'un peut m'éclairer? voilà, si Jean-Martin a d'autres infos ou Hervé ou Jean-Éric à propos de cette question, n'hésitez pas à prendre la parole. Le fait que les panneaux solaires soient sur 11 toitures différentes, cela n'a pas posé un problème. Absolument pas. Non, non. Chaque projet est indépendant. D'accord. Sinon, j'avais une question Concernant la aussi concurrence, Oui, oui, Hervé Lecomte. Concernant la concurrence, je suppose que la question concerne l'obligation pour les collectivités ou entités publiques de mise en concurrence dans l'octroi de droits justement, donc des baux amphithéotiques ou conventions d'occupation. Si c'est bien de ça dont on parle, effectivement, il y a un certain nombre de collectivités sont déjà passées par ce genre de procédure. Et si s'il y a un collectif à développer un projet, malheureusement, il peut être obligé à un moment, si c'est sur du patrimoine de la collectivité peut être obligée de faire alors au moins une publicité, voire une mise en concurrence pour pouvoir attribuer cette convention. Et c'est là que ça peut attirer d'autres développeurs à répondre à cette mise en concurrence et à casser un peu la dynamique du projet. Absolument, oui. Alors, je comprends votre question. Et effectivement, nous ne sommes pas encore dans aucune des collectivités qui a signé une convention d'occupation temporaire avec nous, n'est passé par cette étape, puisque de toute façon, ça se justifie, puisque les baux ont été signés il y a déjà quelques mois et il n'y avait pas d'obligation à cette époque. alors on a deux questions là qui s'éloignent un peu du sujet stricto sensu de la maîtrise foncière, mais que je vais quand même relayer puisqu'on a un peu de temps. Les kits installés sont de quelle origine pour la centrale villageoise du Pays d'Aigues? Alors, nous, dans notre éthique et dans nos cahiers des charges, on impose des matériels de fabrication française ou européenne. D'accord. Donc, j'ai une autre Donc, question. on ne sort pas de cela. D'ailleurs, récemment, là, nous avons refusé les offres d'un installateur qui nous proposait du matériel fabriqué en Corée. D'accord. Est-ce la même SAS qui investit sur les 11 toitures ou bien plusieurs SAS? Et Ah, c'est la même SAS, bien sûr, c'est la et même qui SAS. continuera à investir sur de nouvelles toitures ensuite. D'accord. Donc on répond à la question de Guillaume par la même occasion. Question de Sophie. Quel coût pour signer un bail de 20 ans? Vous êtes parti sur quelle durée? 12 ans plus renouvellement, 4 ans plus 4 ans, pour éviter les coûts de notaire. Quel poids juridique? Quelles obligations du propriétaire de la toiture de renouveler le bail? Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions sans en oublier une. Alors, Alors, d'abord, nous avons pris que des baux de 20 ans. Deuxièmement, nous sommes passés par un notaire. Et bien nous en a appris parce que sinon on aurait pu signer un bail avec un propriétaire
qui n'était pas pleinement propriétaire de sa toiture. Donc, en cas de défaillance du propriétaire par rapport à sa banque, nous nous serions retrouvés sans rien, avec la banque qui était automatiquement propriétaire de notre installation. Donc, je recommande fortement, fort de cette expérience, de ne pas faire l'économie du notaire. Le coût d'un bail, c'est de l'ordre de 900 € hors taxe. C'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais par rapport au risque que nous aurions pris en signant directement un bail de 11 ans renouvelable ou 11 ans plus 2 fois 4 ans, etc., c'est sans commune mesure. Je voudrais rajouter, concernant l'aspect renouvellement du bail au bout de 20 ans. D'abord, nous, l'engagement d'EDF, obligation d'achat vis-à-vis de nous, est sur 20 ans, réglementairement. Donc, dans 20 ans, on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour pallier le risque de se retrouver face à un propriétaire qui nous demanderait de déposer l'installation, ce qui coûterait cher, et de rétablir effectivement la toiture comme elle était avant, nous préférons effectivement prendre l'option de céder la toiture gratuitement au propriétaire. De céder l'installation, pas la toiture, l'installation, voilà. D'accord. Alors, tu es soutenu dans ta recommandation par notre juriste Jean-Éric, qui lui aussi recommande d'avoir recours à un notaire, notamment aussi pour la rédaction de l'acte. Alors, je relais là une question de Lisa. Comment fait-on dans le cadre des copropriétés? Alors, je n'ai pas encore rencontré le cas, donc je ne peux pas en parler d'expérience. D'accord. Existe-t-il C'est très compliqué. D'accord. C'est très compliqué. C'est Hervé Lecomte à l'appareil. On avait expérimenté il y a quelques années des dossiers sur des immeubles. Et effectivement, ça dépend si on est sur le domaine. Quand on est sur le domaine de la copropriété, eh bien, on est face à un ensemble de propriétaires et c'est assez compliqué d'obtenir un droit réel en fait. Et là, après, pour la suite, il faut vraiment s'adresser à des juristes spécialisés de la copropriété, puisque c'est très compliqué. Oui, je suppose qu'il n'est pas suffisant d'avoir une majorité de copropriétaires qui soient d'accord. Il doit y avoir au moins une majorité qualifiée, voire l'unanimité qui peut se trouver requise avant de céder la propriété d'une partie de la toiture. Oui, et après il y a aussi alors c'est pas une cession justement, c'est que c'est un bail et c'est la constitution d'un droit. Et quand il y a des modifications du collectif de propriétaires, ça peut générer des pertes de droits. Enfin, voilà, je simplifie énormément, mais c'était un peu le risque. D'accord, donc c'est plutôt à éviter. Alors, je continue à relayer les questions. Existe-t-il une limite de toiture ou de chiffre d'affaires pour une SAS? Je pense que juridiquement, non. Mais peut-être non, heureusement. Non. D'accord, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'étais un peu surpris tout à l'heure quand j'ai entendu qu'une SAS ne pouvait pas avoir plus de 150, je me souviens bien, 150 actionnaires. Ça a été évoqué par Jean-Michel, je ne l'ai pas relevé, par Jean-Martin, pardon, je ne l'ai pas relevé, mais je crois qu'en fait, c'est les clubs cigales qui sont, ou les clubs d'investisseurs qui sont limités à 150 investisseurs. Mais bon, peut-être je me trompe aussi. Comment répondez-vous aux demandes, aux personnes qui demandent à la fin de la convention bail la remise en état? J'ai répondu tout à l'heure, on évite cette situation en prévoyant soit effectivement la cession gratuite de l'installation au propriétaire, qui en assume à partir de ce moment-là, effectivement, les frais d'entretien de l'assurance, bien sûr, ou alors, éventuellement, si le propriétaire tient à préserver cette possibilité, à ce moment-là, nous l'assortissons d'une prolongation du bail sur une durée à déterminer en fonction du temps qui est nécessaire pour financer la remise à l'état initial de la toiture. D'accord. Mais franchement, vu la durée de vie des panneaux, ce serait
fort dommage de déposer des panneaux qui produisent encore plus de 80% de leur puissance initiale au bout de 20 ans. Voilà. Alors, à propos de durée, pourquoi ne pas prévoir un bail de 21 ans pour y inclure les temps de construction et de raccordement? Non, le bail est de 20 ans à partir de la mise en exploitation, mise en service de la toiture. Ce n'est pas 20 ans à partir de sa signature, c'est 20 ans, c'est la durée exacte du contrat que nous avons avec EDF. D'accord. Ça part du jour où la toiture est mise en service, plus 20 ans. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette durée de référence qui est logique et que nous prenons. Ok, à propos du débat que nous avions avec Hervé et toi-même sur les copropriétés, on nous dit que Espul, donc qui est une des associations référentes, travaille sur cet aspect-là des copropriétés et qu'il y aura sûrement des infos à aller chercher. Jean nous quitte, Lisa remercie, je pense que on arrive bientôt à la fin des questions. Il y a encore une question, je pense que c'est une question qui est complémentaire à celle sur les copropriétés qui concerne le logement social. Puisqu'effectivement, le logement social, là, on a un propriétaire unique, me semble-t-il, hein, dans le cadre des HLM. Donc là, est-ce que C'est c'est pas plus parfaitement simple? envisageable, ça. Si on a un propriétaire unique, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, donc écoutez, il est 13h54, c'est 5 minutes avant l'heure limite. Moi, je voulais vous remercier tous et au premier rang les présentateurs qui ont beaucoup travaillé pour préparer ce webinaire. Merci beaucoup donc à Hervé Lecomte de Cergy, hein, pour qui c'était une grande première en plus. Merci à toi Jean-Michel, merci à Jean-Martin Déola, merci à Jean-Éric, notre juriste qui a produit un joli document. Merci à tous, vous étiez près de 70 inscrits, plus de 30 participants sur un sujet quand même très pointu. Je vous rappelle que nous faisons pas mal de sessions de formation, hein. Je vous remets rapidement le lien pour que vous puissiez vous renseigner sur les différentes sessions à venir. Et moi, je vous donne rendez-vous. Alors, le prochain webinaire, donc ce sera l'énergie citoyenne pour les nuls. Donc là, c'est plus un webinaire, comment dire, pour débuter. Et ce sera le 21 septembre, donc à la rentrée, sur cette même chaîne. Eh bien, bon appétit à tous et bonne journée. Au revoir. Merci Julien. Au revoir. Ah. Au revoir.